Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Vous savez que votre passion du sport, je la partage. Constitution d'un grand ministère sous ma responsabilité, réunissant les sports, la jeunesse et la vie associative. J'insiste sur le fait que cette diminution est largement faciale. Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre à des défis contemporains extraordinairement difficiles. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paroles en jeu, le podcast de la FSGT et du sport populaire. Et pour cet épisode, on a le plaisir d'accueillir Mounia Mafoufi et ensemble on va parler de bénévolat, mais on va surtout parler de bénévolat comme finalement outil du militantisme. Pourquoi et comment le bénévolat peut permettre de créer du militantisme. Alors on est ici en direct du comité FSGT du Val-de-Marne. On remercie Farid en particulier de nous avoir accueillis. Et toi, Mounia, tu as passé de nombreuses années au siège de la FSGT, mais aussi au comité FSGT du Val-de-Marne, et tu as une expérience de club, de militante de club, d'animatrice de club qui finalement t'ont permis aussi de développer une certaine forme de militantisme dont tu vas nous parler dans ce podcast. Et tu es aussi co-autrice d'une conférence gesticulée qui s'appelle Nage, Volley, Glisse, le sport c'est politique, co-autrice avec Valérie Aramon et avec moi-même, donc on se connaît bien et je suis ravie d'animer cet échange avec toi aujourd'hui. Alors, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous dire finalement c'est quoi pour toi le lien entre bénévolat et militantisme ? Alors, quand on commence avec bénévolat et militantisme, pour moi, j'imagine une pièce avec deux faces. Et si le bénévolat, c'est une logique de donner du temps, désintéressé pour les autres, que ce soit dans une logique de service, donner un coup de main sur un événement, que ça peut être une distribution alimentaire, ça peut prendre vraiment des formes très différentes, que ce soit dans des clubs sportifs ou autres. Ça peut être aussi des logiques de lien social avec des gens qui sont parfois coupés, les retraités, et donc qui tissent à travers le bénévolat. Mais ça peut être aussi, comme on en a souvent parlé, des personnes, c'est un peu paradoxal, mais qui vont s'engager dans des associations avec des projets idéologiques qui sont aux antipodes de leur propre pensée. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un grand mélange. Mais derrière ce bénévolat, en fait, il y a quand même une sensibilité pour moi. Il y a quelque chose qui fait qu'on va s'engager, alors pour les autres au départ. Et puis, très vite, quand il y a des petits ingrédients qui viennent s'immiscer un peu là-dedans, en fait, le militantisme peut émerger de ça. Et donc, on va passer de comment on s'engage à travers le bénévolat à finalement, mais pourquoi on s'engage ? Et qu'est-ce qui finalement est le moteur de mon engagement ? Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Et quand on commence à se poser ces questions et qu'on commence à nommer les choses, on pose des problèmes et on commence à se dire c'est quoi mon intention ? Quel est mon combat ? Quelle est ma lutte ? Qu'est-ce que je fais avec les autres ? Et puis pour les autres, mais avec les autres. Et donc pour moi, voilà, derrière le militantisme, le bénévolat, c'est l'outil quelque part, et le militantisme, c'est un peu la visée, qu'est-ce qu'on veut transformer dans la société, finalement. Finalement, c'est un peu comme Jourdain fait de la prose, quand on est bénévole, parfois on fait un peu de militantisme aussi sans s'en rendre compte. Oui, parce que fatalement, finalement, c'est dans le faire, en faisant avec les autres, qu'on commence en fait à mettre le pied à l'étrier, et le militantisme, il émerge quand par exemple, en fait, on va s'engager je vois beaucoup avec les jeunes dans les maraudes ou qui vont faire de la distribution alimentaire. Et en fait, ils vont commencer à faire ça en se disant, je donne un coup de main. Et je donne un coup de main une fois. Puis finalement, c'est les mêmes familles qui reviennent. Puis finalement, les semaines passent, les mois passent, c'est les mêmes familles. Je donne un coup de main pour remplir un dossier, mais je remplis le dossier administratif. Mais en fait, l'administration, c'est un peu absurde aussi. Donc c'est complexe, mais c'est pas un problème d'individu, c'est un problème systémique. Et finalement, c'est face au réel, confronté un peu à cette réalité-là, que on prend conscience que la problématique, elle est plus large. C'est pas juste donner un coup de main, c'est que finalement, il y a un système global d'inégalité, d'injustice. Et là, on s'engage. Et en fait, pour moi, c'est se dire un peu que la réalité de la vie, en fait, et la confrontation au réel, c'est la vraie école du militantisme, parce que ça émerge. Et c'est une certaine forme de pouvoir d'agir, c'est une expression que je t'ai souvent entendue utiliser. Et toi, tu es né à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, tu as grandi très vite à Vitry,
à Vitry-sur-Seine. Est-ce que tu penses que dans les quartiers populaires, ça apporte quelque chose d'encore plus important par rapport à la lutte contre les injustices dont tu viens de parler un peu ? Alors oui, moi je suis née à Paris en vrai, et très vite Ivry, Vitry, donc c'est vraiment la banlieue rouge, c'est tout de suite des espaces en fait particuliers à vivre, parce que quand on grandit dans ces banlieues-là, on grandit de toute façon dans un contexte particulier, dans les quartiers, et les quartiers populaires, en fait effectivement on va pas attendre des pouvoirs publics qui viennent nous gérer les problèmes, c'est-à-dire que souvent moi j'ai vu mes parents quand on était jeunes et enfants, l'extérieur, la cité, c'était l'extension de la maison. Donc en fait, on était trop nombreux dans les appartements, et donc le dehors, c'était notre espace de jeu. Et en fait, s'il y a des seringues partout, on va pas attendre que le nettoyage soit fait. En fait, on va les retirer parce que c'est nos enfants qui sont là. Et donc en fait, c'est ça la question du pouvoir d'agir, c'est aussi de se dire qu'on est acteur. Et donc comme on est acteur de son quartier, et en fait, on n'attend pas forcément, et c'est ça qui est intéressant pour moi dans les quartiers populaires, la différence en fait par rapport, quand on parle de bénévolat, c'est que la limite elle s'efface très vite entre bénévolat et militantisme, parce qu'en fait on agit dans des logiques de stratégie d'urgence, c'est-à-dire que on peut pas attendre, donc on va faire par nous-mêmes, et puis il y a tout de suite une horizontalité qui se met en place, parce que on vit tous quelque part un peu un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que ce soit la question du logement, que ce soit la question de l'alimentation, que ce soit la question du chômage, de l'illettrisme, mais finalement le sentiment commun c'est qu'il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose de pas normal, et donc on s'associe très vite pour essayer de résoudre les problèmes comme on peut avec nos propres moyens, et derrière ça, pour moi ce qui me semble important, et c'est pour ça que je trouve que dans les quartiers populaires en fait le militantisme il est là en fait d'emblée dès qu'on commence à s'engager, parce que il faut pas en plus laisser, ça on en a souvent parlé Emmanuel, mais faut pas laisser les autres raconter nos vies. Et comme on parle de nos histoires associatives et de nos parcours personnels, il faut créer nos propres histoires, nos propres récits. Et c'est vrai que créer un événement culturel, sportif dans une cité, c'est aussi ne pas laisser les dominants dire c'est quoi le quartier populaire. C'est pas de l'incivilité, c'est pas de la violence, c'est aussi tout ce que nous on fait au quotidien et qui est invisibilisé en fait. Donc pour moi c'est tout ça qu'il y a derrière, c'est-à-dire quand on rend un petit service, c'est pas un petit service, fondamentalement on est déjà en train de résoudre des problèmes, et c'est un peu une forme de politisation par le bas, parce qu'en vérité c'est dans le faire, c'est dans l'action, parce que chacun a son petit savoir-faire qu'on va mutualiser. Et en fait pour moi j'ai toujours vécu mon enfance et ma jeunesse dans les cités, la cité des combattants qui est chère à mon cœur, mais en fait dans l'idée que on a tous des choses qu'on sait faire. Et en fait, quand on commence à mutualiser, c'est un peu de l'éducation populaire, c'est-à-dire on s'apprend mutuellement ce qu'on est capable de faire les uns les autres. Donc en fait, quand on est comme ça dans les quartiers, en fait, ni on se laisse porter par le système, parce qu'en fait le système il résoudra pas nos problèmes, et à la fois faut qu'on soit acteur et qu'on trouve nous-mêmes nos solutions, et en fait on a plein de ressources. On ne se laisse pas porter par les institutions, et c'est toutes les innovations sociales, elles se font d'abord sur le terrain. Et tu faisais référence à Howard Zinn, qui disait « Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, ce sont les chasseurs qui vont raconter leur histoire ». Donc c'est un peu ce que tu dis. Et cette cité des combattants, je crois que tu as porté très récemment un projet qui te tient à cœur. Ah oui, alors on est reparti, parce que quand on parle de militantisme, moi je suis arrivée à un stade où je me pose la question de la transmission. C'est-à-dire que j'ai investi le bénévolat, j'ai découvert le militantisme, mais c'est vrai que j'ai pris conscience de ce qu'était le militantisme que lorsque je suis rentrée à la FSGT et que j'ai signé mon contrat de travail, parce que je suis rentrée en tant que salariée. Mais dans cette fédération, en fait, j'ai découvert quelque chose d'important, c'est que j'ai été accueillie avec un projet, c'est le projet de l'émancipation par le sport, et dans une démarche dite autogestionnaire. Et ça, moi, ça m'a parlé, parce qu'en fait, l'émancipation par le sport, c'est le fait que, en fait, grâce au sport, grâce à l'activité physique, corporelle, motrice, en fait, on s'ouvre des possibles. Et moi, ça, je l'ai vraiment vécu dans mon corps, et je l'ai vécu dans mes expériences, que ce soit avec le ski ou la course à pied. Et après, de l'autre côté, la démarche autogestionnaire, ça fait un peu la synthèse de mon parcours. Quand je te parlais tout à l'heure du fait que dans le quartier, en fait, c'est Joe la débrouille, on construit sur le trottoir, en fait, on va pas attendre. Et en fait, je trouve que la démarche autogestionnaire, elle apporte un peu ça dans le projet de la FSGT, c'est de se dire qu'on travaille en horizontalité, c'est de se dire qu'en fait,
fait, c'est mouvant, c'est un système mouvant, c'est du mouvement permanent, qu'il n'y a rien qui est figé, et que les institutions, elles sont pensées pour qu'on puisse, à l'intérieur de tout ça, naviguer en tant que militant. Et donc moi, cette notion de militance, je l'ai vraiment découverte là, en étant dans la FSGT, et que j'ai compris finalement comment tout mon parcours m'a amené jusque-là. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la FSGT, j'ai jamais dit que j'ai été salariée. On m'a invitée à devenir permanente. Et permanent, c'est pas anodin, c'est une notion clé. Permanente, c'est permanente d'un projet associatif, d'un projet de transformation sociale. Et en fait, j'ai eu la chance d'être payée pour militer à plein temps. Et c'est pas anodin. Et c'est vrai que finalement, ça a été une opportunité pour moi pour vraiment faire la part des choses. Et aujourd'hui, tout ce parcours, en fait, j'ai envie de transmettre. Et j'ai envie de redonner à des jeunes, dans cette même veine, en fait, la possibilité de vivre des expériences et de finalement en tirer des conséquences. Alors, on va parler plus dans le détail de ce projet. D'abord, une petite pause avec notre radio Graffiti, qui est notre écran publicitaire à nous. On va écouter Michel Fuchs, qui est un militant de la FSGT, du comité FSGT de Paris. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. À la FSGT. À la FSGT. Mon engagement au sein de mon club, de mon comité et de la fédération est un acte choisi. C'est d'abord une multitude de rencontres déterminantes, d'amitiés et de rêves où l'impossible devient toujours une réalité, où chacune et chacun est un incubateur précieux afin de transformer une idée innovante en performance collective. Le sport n'est pas porteur de valeur en tant que tel. Cependant, si on articule sport, émancipation et politisation, alors là, nous trouvons comment changer le sport dominant pour changer la société dans une perspective d'un humanisme pour toutes et tous durant toute sa vie. Certaines pratiques sportives sont innovantes et à leur manière, elles constituent des remparts au modèle marchand. Par exemple, le projet entre autres autogestionnaire de l'escalade, leur rapport à l'engagement, au bénévolat et au militantisme. Le sport appartient à celles et ceux qui le font vivre. Je l'ai trouvé un espace de liberté. La liberté d'adapter les règles afin d'être accessible au plus grand nombre. La liberté de former. La liberté de rencontrer des élus. La liberté d'accueillir des sans-papiers ou des sans-domicile. La liberté d'être une formidable fabrique de militantes et de militants. La liberté pour que tous et chacun puissent s'organiser. La liberté de décider. La liberté de penser. La liberté d'agir. La liberté de ne laisser personne sur le bord de la route. La liberté de privilégier l'homme plutôt que le résultat. La liberté de la solidarité d'équipe plutôt que la performance individuelle. La liberté d'ouverture sur tous les publics dans toute leur diversité. C'est un engagement social, c'est un engagement citoyen et c'est bien sûr un engagement politique qui me convient car je crois en une république indivisible, laïque, fraternelle et sociale. Moi, je dis Michel Président. Je vote. Énormément de valeurs dans ces quelques minutes. Michel a parlé beaucoup de liberté, d'humanisme, d'autogestion, d'engagement. Donc avant qu'on fasse cette interlude, tu parlais de passer aussi le témoin jeune dans la conférence gesticulée. Tu dis d'ailleurs que toi, le témoin, c'est Lydia Martins-Viana qui a été coprésidente de la FSGT qui te l'a transmis. Donc finalement, cet engagement, tu veux le transmettre de quelle manière ? Justement, moi, cet engagement, je le transmets finalement au quotidien parce que c'est dans l'agir, dans le faire. Quand je disais pouvoir d'agir, c'est vrai que Michel, il parle beaucoup de liberté et en fait, j'ai envie que les bénévoles qui sont avec moi, les personnes qui s'engagent, que ce soit des parents, que ce soit des jeunes, en fait, ils se sentent libres et qu'ils se rendent compte très vite que finalement, ils ont beaucoup de pouvoir d'agir par rapport à ce qu'on veut faire croire à tout le monde et que si on occupe son espace, en fait, on a de quoi bouger des lignes à son petit niveau. Mais finalement, on s'insère dans un combat plus grand. Mais déjà, à l'échelle de son territoire, de sa localité, de son club, de son association, on peut déjà bouger des lignes. Et donc moi, la transmission, elle se fait dans le faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle les décapop, donc les décapop dans les cités, dans les quartiers populaires, avec cette idée que ce soit animé par des jeunes, et en priorité en tous les cas, et que ce soit une action formatrice pour eux, et surtout transformatrice, je dirais même. Et en fait, dans cette idée du décapop, qui est donc un hommage aussi à Louis Rouillon, qui est un militant de l'athlétisme FSGT, en fait, c'est l'idée de se dire que le temps d'un après-midi, on réinstalle une cité, on remet de l'espace à jouer,
parce qu'il faut se dire quand même qu'aujourd'hui, les quartiers populaires, ils ont changé. C'est pas ceux de mon enfance. Nous, c'était des terrains vagues, c'était des jardins, des lieux un peu ouverts. Tout le monde n'avait pas de voiture. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de caler les voitures de tout le monde et les 3 voitures de tout le monde. Et donc, en fait, les cités ont été reconfigurées. Et donc, il y a beaucoup de parking, il y a peu d'espace de jeu. Les enfants ne sortent pas tant que ça jouer à l'extérieur, alors que nous, on vivait le jeu. Et donc, Daniel Bruno disait souvent, alors qu'il est un militant de l'ESV foot, il disait, en fait, quand les enfants arrivaient au club, en fait, ils sentaient déjà le foot, parce qu'ils savaient déjà jouer. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Il y a une vraie perte de motricité, de capacité cardio-respiratoire et des inégalités. Et donc aujourd'hui, maintenant, en fait, il faut recréer des situations concrètes d'espace de jeu. Et donc c'est pour ça qu'on réinvestit la cité et le quartier populaire dans cette logique-là. Et on le fait avec les jeunes. Et le faire avec les jeunes, c'est parce que je suis convaincue qu'on n'apprend pas assis derrière une table et qu'en fait, c'est en faisant et en créant quelque chose et en participant à une œuvre commune que finalement, on comprend un peu les leviers, ce qu'on est en train de faire, même si on est un petit peu bancal au départ. C'est pas grave parce que dans le temps et dans la répétition, en fait, on commence à comprendre finalement qu'est-ce qu'on a à transmettre et qu'on a déjà des choses à transmettre dans ces animations. En fait, l'idée, c'est que l'après-midi, c'est de l'animation. Les jeunes, je les fais un peu parler au micro, mais en fait, ils se rendent compte qu'à 12-13 ans, parce qu'ils commencent à animer, ils ont que 12-13 ans. Par contre, quand ils ont commencé à faire de l'athlétisme à 4 ans, dans la section athlétisme, ils se rendent compte que finalement, ils ont déjà 10 ans de bagage, en fait, athlétique. Et donc, ils ont déjà beaucoup de choses à transmettre. Et donc, juste leur donner l'opportunité, la responsabilité de le faire, en fait, c'est la première étape à se dire, j'existe et en fait j'ai déjà des choses à donner. Et donc ça pour moi c'est un peu le démarrage. Et puis après c'est aussi toute la manière d'organiser nos événements. On prend notre temps parce qu'en fait pour moi le militantisme, le bénévolat en fait on le travaille pas dans l'urgence, on va le travailler dans le temps. Et donc le matin on va prendre le temps de la mise en place, de confectionner les sacs, goûter les repas, comment on va placer le dispositif de sécurité pour faire un 400 mètres de fin ou pour faire un 800 mètres cross. Et toutes ces questions qu'on va se poser avec eux, c'est autant de savoir-faire, en fait, de compétences qu'ils vont acquérir sur le terrain. Et finalement, à la fin, la méthodologie de projet, normalement, ça n'a plus de secret. Mais sans le dire, c'est-à-dire ça se fait. Et donc moi, c'est dans le temps, après, dans le débrief, qu'on commence à analyser les répétitions que les jeunes se rendent compte finalement du sens du projet. Ce témoignage, il fait un peu écho aussi à la jeune génération qui a rendu hommage à Roland Besson, qui nous a quittés récemment, qui était une grande figure de la FSGT, coprésident national, coprésident aussi du comité de l'Essonne, et qui ont mis en avant cette capacité à transmettre aussi. Et finalement, ça donne un peu d'espoir parce qu'on entend souvent dire que les jeunes n'ont plus envie d'être bénévoles, que les jeunes sont plutôt poussés par une logique consumériste et individualiste. Donc, Mounia, tu nous confirmes qu'il est encore possible de construire de l'engagement militant avec les jeunes? Ah, moi, j'en suis convaincue. Sinon, je ne ferais pas tout ce que je fais là. C'est que vraiment, les jeunes... Alors, on peut pas parler des jeunes. Je pense qu'on n'est pas sur une jeunesse uniforme et qu'il y a des réalités très différentes. Mais la précarité de la jeunesse, elle est là. Et elle est plutôt grandissante, par contre, quels que soient les territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir des jeunes qui sont très affûtés sur les questions climatiques, les questions de la migration, des réfugiés, qui vont avoir une vision un peu, je sais pas comment on dit, intersectionnelle, ou je sais pas si on peut le dire comme ça, mais vraiment en voyant tous les problèmes et en ayant une vision globale. Et puis on va avoir aussi des jeunes qui sont finalement très actifs. Les maraudes. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont engagés dans les maraudes et qui peuvent pas imaginer que quelqu'un ne puisse pas manger ou vivre dehors. Et donc en fait, ça s'engage sur des choses très précises. Et voilà. Mais par contre, la réalité, c'est qu'il y a quand même c'est quand même une logique un peu à 2 vitesses. Parce que quand on est dans la précarité, quand on n'a pas le temps, qu'il faut faire plein de boulot, qu'il faut aider la famille, en fait, tout ça, c'est des freins, finalement, quand même, à l'engagement. Mais dès qu'on recrée des situations, et c'est pour ça que pour moi, il est quand même important que les associations, et notamment le projet de la FSGT, de continuer à travailler dans les quartiers populaires, à continuer d'œuvrer dans un peu ce que dit Michel, c'est-à-dire d'essayer de faire vivre des choses. Et en fait, c'est dans le goût et dans l'expérience commune que finalement, ce bénévolat, il prendra quand même. En fait, il va continuer. Mais dès qu'ils ont un temps,
libres, ils reviennent. Parce que des fois, les jeunes, ils repartent. Il faut qu'ils avancent dans leurs études. On n'est pas dans un contexte facile, même quand ils sont étudiants. On voit bien qu'il y a une déstructuration en fait, de l'organisation du temps. Les interventions dans les universités, ça s'est beaucoup professionnalisé. Les emplois du temps sont mouvants. Moi, je suis admirative de mes jeunes qui continuent de venir animer toutes les semaines. Malgré les emplois du temps, il faut traverser toute l'Île-de-France en transport en commun pour être là à 17h le mercredi ou se lever tous les samedis à 10h à Limeil ou à Vitry. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'eux, ils ont un engagement profond qui est installé et parce qu'ils se sentent responsables du fait que ces enfants n'auront pas d'activité si eux ne sont pas là. Mais le contexte, il est quand même pas simple pour eux. Et c'est vrai que c'est parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, parce qu'ils ont souvent eux-mêmes bénéficié de ces dispositifs, que finalement, ils ne perdent pas le pied, quoi. Ils continuent. Et d'ailleurs, c'est un engagement pour lequel l'association des étudiants STAPS, l'ANESTAPS, travaille beaucoup, avec notamment Timothée Brun, Lily Rogier, qui ont été présidents de cette structure et qui mettent en avant la précarisation de plus en plus importante des jeunes et en quoi ça peut aussi freiner l'engagement bénévole et militant. Donc c'est important qu'une organisation comme la FSGT crée aussi les conditions. Et puis tu as évoqué la famille dans ton comme moteur aussi. Tu as toi-même réussi à transmettre à ton fils Lenny, qui est non seulement un pratiquant, mais qui est aussi engagé sur le plan bénévole. Est-ce que pour toi, c'est important aussi de concilier le militantisme avec ton équilibre familial ? Alors, je ne vais pas dire que l'équilibre, il a toujours été de mise. Mais en tous les cas, de fait, Lenny, il était dans la poussette, il a toujours été sur la piste et biberonné, finalement, voilà. Et donc, il fait ce qui est naturel pour lui. Et donc, c'est vrai que il s'est engagé très jeune et qu'il est aujourd'hui animateur et responsable de la section athlétisme de Limeil-Brévannes et qu'il est en capacité de former d'autres jeunes du haut de ses 17 ans. Mais finalement, c'est cette expérience de vie. Alors, donc oui, l'équilibre, il n'y est pas. Très, très clairement, mais c'est une expérience de vie derrière qui est très riche pour lui. Une autre forme d'enrichissement. Ouais. Alors Lenny a 17 ans, Esther aussi a 17 ans, et Esther, c'est une jeune bénévole qui a fait un projet Erasmus porté par la FSGT et la CSIT, la Confédération sportive internationale du travail, et on va écouter son témoignage dans le cadre du 2e Radio Graffiti de ce podcast. Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 17 ans et j'ai participé au projet Erasmus+ Youth Drop in Sport porté par la FSGT. Cette expérience, ça m'a donné des bases et Erasmus+ m'a permis d'aller encore plus loin dans ma réflexion et dans mon engagement. Avant Erasmus+, le bénévolat représentait pour moi avant tout un engagement quotidien dans ma section. C'est-à-dire que j'allais tous les mercredis au cirque, j'encadrais le groupe. En fait, je leur donnais toutes mes connaissances, j'essayais de leur transmettre au maximum, mais je me définissais pas du tout comme militante, même si j'avais déjà des valeurs fortes liées au sport et à l'éducation, mais je me sentais pas vraiment aussi impliquée. Ce qui m'a vraiment donné envie de m'engager dans le projet, c'est son objectif et sa dimension européenne. Travailler avec des partenaires européens, ça m'a permis de comprendre et de prendre du recul sur nos pratiques et de comprendre que la problématique liée à l'arrêt du sport chez les jeunes, c'est commun à beaucoup de pays et qu'il n'y avait pas qu'en France. Ce qui m'a aussi donné envie de m'engager dans ce projet, c'est que la parole, en fait, elle était essentiellement donnée aux jeunes. Et j'ai vraiment senti que ma parole et celle des autres avaient une place centrale. On a pu s'exprimer librement sur nos pratiques, nos envies et nos difficultés. Et cette confiance accordée à nous, aux jeunes, en fait, elle a rendu le projet beaucoup plus juste et beaucoup plus fort. Et elle m'a aussi appris beaucoup de choses sur les autres, sur la richesse du collectif. Parce qu'en fait, on avait vraiment une super équipe. Et au-delà d'une super équipe de travail, je me suis vraiment fait des amis avec des vraies valeurs que nous partageons. Et plus largement, cette expérience m'a permis de comprendre que la place que le sport peut avoir dans la société est vue comme un outil d'inclusion et d'émancipation. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, je me sens plus consciente et plus engagée. Je ne sais pas si je me définirais totalement comme militante, mais on s'en approche petit à petit. Et dans ce projet, je sais que je me suis vraiment investie et aujourd'hui, j'ai envie de continuer à m'engager dans d'autres projets que portera la FSGT parce que pour moi, Erasmus+ a été un véritable déclencheur d'engagement, de prise de conscience et de confiance en moi et c'est hyper important. Le projet m'a fait prendre conscience à quel point la parole des jeunes est essentielle dans les projets qui les concernent. C'est-à-dire que quand en fait on écoute réellement les jeunes et qu'on leur laisse la place
et qu'on leur laisse l'opportunité de s'exprimer, en fait, l'engagement, il est plus fort, les actions, elles sont plus fortes et le projet a plus de sens, en fait. Et c'est quelque chose que je trouve hyper important de continuer à défendre dans d'autres projets que la FSGT pourra porter. Michel et Esther, coprésidents, finalement. Je vote. Tu votes aussi. Esther a beaucoup parlé de la parole des jeunes, la place des jeunes. À la FSGT, il y avait une histoire de collectif jeune. Et d'ailleurs, toi, je crois que tu es rentrée à la FSGT par les emplois jeunes. Toute cette génération aujourd'hui de militants de la FSGT qui sont arrivés il y a presque 30 ans par ce bout-là. Est-ce que ces projets de type Decapop ou le collectif jeune au club de Vitry, par exemple, que tu connais particulièrement bien, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour ce type de projet qui remettent les jeunes au cœur du projet sportif de la FSGT ? Alors oui, il y a une place, la place elle est là, mais il faut la prendre. Et c'est vrai qu'il faut piloter un peu ce type d'action. Il faut être volontariste pour laisser la place. Et comme dit si bien Esther, leur laisser la parole et leur laisser prendre la place et la responsabilité. Parce qu'en fait, au-delà de créer des collectifs, c'est de leur permettre finalement de vraiment prendre part et prendre part dans les décisions, pour moi, dans le fait d'agir, mais surtout de décider de ce qu'ils vont faire ou pas faire. Et ça, moi, je pense que c'est crucial. C'est pas des collectifs gadgets avec les jeunes, c'est plutôt des espaces où ils sont en capacité de dire oui, ça je fais pas, et ça je veux le faire comme ça et pas autrement. Et c'est vrai que moi, je pense qu'au niveau de la fédération, là, le projet Erasmus, il a déclenché quelque chose quand on l'entend chez Esther, mais chez le groupe jeune, globalement, ils disent tous la même chose. Et le fait de vivre des événements comme la fête de l'UMA, comme les Decapop, c'est vraiment des moments fédérateurs où ils se relient à un projet plus large. Et donc, moi, ce que j'avais aimé à l'époque quand je suis arrivée à la FSGT, c'est le fait qu'on était vraiment en mélange avec des pédagogues qui avaient une expérience ancienne, des stages Maurice Baquet, tout un patrimoine culturel à nous partager, et que nous, même si on comprenait pas la moitié de ce qui se disait, c'était pas grave, parce qu'en fait, petit à petit aussi, on évolue là-dedans, et avec notre petit parcours, en fait, peu à peu, dans le temps, finalement, les choses s'insèrent dans la grande lutte, dans le grand combat, et on finit par prendre la mesure de l'instant, de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, moi, je pense qu'il faut laisser ce temps, il faut laisser des espaces, et effectivement, donner cette place aux jeunes pour qu'ils continuent, en fait, d'œuvrer, parce que dans les assos, c'est très agile. Donc, en fait, ça le fait très facilement. Ils sont là, et puis, en fait, ils sont pratiquants, et l'instant d'après, ils sont bénévoles, et puis, après, ils deviennent membres de bureau, pour penser qu'aux petits jeunes que j'ai eus quand on a repris la section athlétisme. 20 ans après, c'est eux qui sont dans le bureau et on est en train de transmettre, quand je pense à Nansa, Omar, Alex. Donc, en fait, c'est l'idée que c'est dans le temps que ça se construit, mais il faut avoir la volonté quand même au niveau des institutions, parce qu'on est quand même, on peut vite être dans des grosses structures qui peuvent scléroser, qui peuvent aussi fermer les portes, parce que donner des responsabilités et faire confiance à des jeunes, en fait, ça s'organise. Ça s'organise, et je pense que la FSGT, pour le coup, a une vraie expérience là-dessus. Dans les clubs, on a cette habitude, et l'enjeu, c'est qu'ils soient beaucoup plus dans les prises de décision, pour moi, et même si tout n'est pas clair, c'est pas grave, ça vient. Et Esther a parlé de la richesse aussi des rencontres avec d'autres cultures, d'autres pays européens. Toi, tu as construit un projet extraordinaire qui relie aussi tes racines en Kabylie, puisque tu as co-construit avec des associations algériennes la Vivicita, qui est une course pour la paix organisée par la FSGT en France et dans d'autres pays du monde. Est-ce que tu peux nous dire aussi en quoi cette expérience, elle t'a permis aussi de transmettre des valeurs d'émancipation par le sport, de réappropriation aussi de territoires parfois perdus par les populations locales ? Ah oui, ça a été une sacrée expérience vécue. C'est vrai que quand on a mis en place ce projet, et de se dire que on va accueillir des délégations algériennes qui vont venir vivre la Vivicita ici dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine et à Ivry, on s'est dit on va pas juste faire des échanges, venir courir une fois, mais c'est plutôt de l'auto-formation et de la co-formation. Parce que finalement, eux, ils viennent avec leur expérience de territoire, nous, on a la nôtre, et en fait, en vivant l'expérience ici et après en allant la vivre avec eux pour construire l'événement là-bas, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, j'ai énormément appris sur leur façon de faire, qui est des fois beaucoup plus pragmatique, alors aussi parce que moins de contraintes des fois, mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. La première édition, quand on y est allé, on a été faire ça dans un lieu
en fait, tout en haut d'une montagne, perdue à 1400 mètres d'altitude, près d'un lac. Et quand ils nous ont emmenés là, ils nous ont dit, bon, Mounia, c'est là qu'on va faire la Vivichita. Bon, ok, mais il n'y a rien. Et donc, on a construit avec eux, on a fait les parcours, et en fait, le lendemain matin, une fois qu'on a mis tout ça en place, on a vu arriver les populations de partout, ça descendait de toutes les montagnes. Ils avaient fait 20 km pour arriver là, à pied, avant de pouvoir courir et prendre un départ de course. Et pour moi, c'est un peu ça l'enjeu et du travail qu'on a pu faire avec les clubs d'Haïti-SAD et d'Adkar, ça a été de se dire, on travaille ensemble à son espace de vie, à se réapproprier son espace de vie et à pouvoir en faire ce qu'on nous semble être juste pour nos enfants, pour les jeunes, pour la population du village en fait. Et donc à chaque fois qu'on a vécu ces expériences-là, on a pu emmener des jeunes de Vitry, à plusieurs jeunes de section qui sont venus et qui ont vécu cette expérience-là. Et ça, c'est des accélérateurs de formation et qui fait que du coup, on réalise tout de suite quelque chose et on se dit, mais en fait, partout où on va, on est capable. Et donc, les animateurs, ils vivent aussi dans ces expériences-là à la fois de la capacité à faire, mais surtout de se dire qu'en fait, il n'y a rien qui est impossible. Alors la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut parfois s'adapter à des circonstances inattendues, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on est une femme aussi, dirigeante, militante. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu veux aussi transmettre le flambeau, notamment aux jeunes femmes qui s'engagent comme Esther? Est-ce qu'aujourd'hui, être une femme, c'est plus facile qu'avant dans le sport associatif? Alors, c'est pas évident. C'est vrai que tu parlais de Lydia tout à l'heure, et moi, Lydia, je l'ai vue vraiment pousser des barrières, pousser des portes, et se confronter à cette question quand même du sexisme, clairement dans le sport. Hein, il faut dire les mots comme ils sont. Maintenant, il y a des avancées, mais on est vraiment très loin. Moi, c'est vrai que quand je parle de mon parcours au niveau des quartiers, puisque moi, finalement, je me suis forgée d'abord dans le quartier populaire, dans la cité, et le bénévolat, je le découvre vraiment quand je rentre dans une association, mais j'ai déjà 23 ans en fait. Donc j'ai appris à faire avec les autres, et on est dans la diversité, on est dans la mixité, et finalement, c'est des questions que je ne m'étais pas posées. Et c'est vrai que dans les associations, c'est une question que je ne me suis pas posée non plus, en vérité, parce que quand on est à Vitry-sur-Seine, en fait, on agit tous ensemble. Et cette question d'être une femme, elle s'est pas posée plus que ça, en fait. Et quand on a créé notre association à Limay-Brévannes avec Matar, Morgane, Nicaise, toujours dans le Val-de-Marne, mais quand on a créé cette association-là, parce qu'on arrivait dans une ville nouvelle, on était des primo-accédants, donc des jeunes parents. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une pauvreté culturelle, on a peu d'accès aux loisirs, peu d'offres sociales, et que finalement, comme nous, on vient un peu des quartiers et qu'on sait faire, on s'est dit, on va faire par nous-mêmes, on va pas attendre les pouvoirs publics. Donc on s'est organisé en association. Et en fait, là, c'est vrai que je me suis pas posé non plus cette question-là, parce que finalement, on était dans une logique mixte. Et ces questions-là ne sont jamais venues. Moi, je les ai vraiment découvertes à la fédération. Vraiment à la FSGT, au niveau du siège national, quand on allait dans quand on était censé représenter la FSGT dans une institution, dans un collectif du CNOSF ou dans un dispositif... Le Comité national olympique et sportif français. Exactement. CNOSF. Et là, par contre... Voilà, là, il y a des moments où je me suis sentie femme, un peu en minorité, issue des quartiers, d'origine. Voilà, on n'est pas tous tout à fait pareil. Donc, dans ces moments-là, oui, pour moi, il y a encore beaucoup de combats à faire là, à ce niveau-là. Toi, tu as énormément apporté avec ton engagement et ce que tu as fait au sein du CNOSF, et à la fois sur la question du sexisme et de la reconnaissance de la place des femmes dans le mouvement sportif. Mais pour moi, c'est pas encore fini, et donc il faut continuer de mener des projets comme le club des 300 dirigeantes, des choses comme ça qui sont des actions qui permettent vraiment d'essayer de débloquer, parce qu'il y a un plafond de verre en vrai, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'il y a une différence pour moi entre le niveau très local et territoire et le niveau de la représentation et des fédérations. Et c'est là que ces questions-là, elles se posent, où elles sont beaucoup plus flagrantes. Alors là, on est dans un contexte d'élections municipales. Les élections présidentielles sont dans un an. Comment tu penses, si toi, tu étais ministre des Sports... Ça, c'est toi d'habitude, c'est pas moi. Comment on peut finalement penser la politique autrement, et penser que la politique, elle se construit aussi dans ces initiatives de quartier, grâce au bénévolat, et notamment grâce au bénévolat des jeunes? Mais en fait, le bénévolat,
c'est un peu à double tranchant. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde certaines actions qui sont menées dans certaines villes, en fait, on a des choses un peu volontaristes. On va dire, allez, on peut donner une mission de 2 heures pour telle activité ou pour tel événement, etc. Et en fait, on fait un peu du bénévolat sage. Alors que nous, derrière, en fait, le bénévolat, depuis tout à l'heure, on parle bien de militantisme, et on parle de transformation sociale, et on parle de changement de société. Et en fait, il faut qu'on ait une vraie reconnaissance de ce qu'est le mouvement associatif en France, et la part qu'il porte dans la société et dans l'économie, c'est une part invisible et qui est invisibilisée. Et en fait, c'est le problème de reconnaître ces engagements-là pour ce qu'ils sont. Et donc, sur la part, comme on peut reconnaître l'activité syndicale, l'activité politique, mais l'activité bénévole, c'est une activité essentielle pour faire société. Et donc ça, pour moi, faudrait commencer par remettre à sa place ce qu'est le mouvement associatif en France, en fait, et le rôle qu'il joue dans la co-construction des politiques publiques. Il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas sur nos territoires si on n'avait pas tous nos jeunes, tous nos bénévoles, nos parents qui sont actifs tout au long de l'année pour répondre et créer les innovations, parce que finalement, c'est aussi parce que c'est ce mouvement associatif libre qui permet d'imaginer des choses et de pouvoir être aussi dans une logique d'innovation sociale permanente. Donc c'est un mouvement pour moi qui n'est absolument pas reconnu à la hauteur et à la juste hauteur de ce qu'il représente dans la société. Et tu parlais du temps précarisé des jeunes tout à l'heure. Je crois que tu étais aussi mobilisée avec la FGT contre la dernière réforme des retraites, parce que le temps aussi des plus âgés est important. Ça veut dire quoi aujourd'hui du temps libéré pour pouvoir militer, pouvoir être bénévole? Eh ben oui, le temps. Là aujourd'hui, avec nos réformes, en fait, on travaille de plus en plus tard, mais finalement, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer. Quand je disais militer, ça prend du temps. Donner du temps dans le bénévolat, en fait, à partir du moment où on nous le confisque petit à petit, finalement, on peut plus. Et puis nos réalités de territoire et de vécu, de transport, de déplacement dans la région parisienne, parce qu'on est dans la région parisienne ici, mais dans la ruralité, c'est les mêmes problématiques fondamentalement. Et bien en fait, tout ce temps qu'on nous confisque, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer aux autres et qu'on ne peut pas consacrer au bien commun. Et donc pour moi, oui, les engagements contre la réforme de la retraite et tous les engagements que prend la FGT contre tout ce qui va oppresser et qui va accentuer les inégalités sociales, c'est pas anodin, parce que le sport, il n'est pas neutre, il n'est pas à côté, il n'est pas apolitique, il est intégré dans la société. Et donc si on veut pouvoir continuer à faire en sorte que tout le monde ait accès à une activité qui nous semble essentielle et qui procure de la liberté, eh ben il faut qu'on ait du temps à y consacrer et qu'on puisse organiser les activités correctement. Avant de conclure ce podcast, est-ce que tu avais envie d'ajouter des choses? Alors peut-être pas pour être ministre des Sports, mais en tout cas pour interpeller le ou la prochaine ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Alors les jeunes d'abord. La vie associative tout de suite derrière, mais même avec. Et puis surtout des activités physiques et sportives de qualité. Michel parlait de l'innovation, de la capacité à changer les règles. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un triptyque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'a pas nos bénévoles qui peuvent avoir du temps et pour y consacrer un temps correct, dans lequel ils sont reconnus pour ça, si on n'a pas des espaces libre, et la vie associative c'est exactement ça, et si on ne peut pas imaginer des pratiques qui vont permettre à tous de pouvoir exprimer tout son potentiel, et pour moi c'est un peu ça quand même l'enjeu, c'est que on est de passage. Et en fait, on a tous notre pierre à mettre, en tous les cas, à l'édifice. Et donc, moi, j'ai contribué dans mon petit parcours. Et l'idée, c'est qu'on est dans un combat, que je verrai pas la fin du combat. Et donc, c'est pour ça que je parlais vraiment de l'enjeu de la transmission. Et donc, il faut qu'on arrive, si je devais dire un mot à la ministre ou le futur ministre, en tout cas, ce serait d'avoir une vraie reconnaissance de ce qu'est l'engagement militant dans la société. En espérant qu'il ou elle ne soit pas d'extrême droite. Et c'est aussi un des enjeux dans ce contexte. Dans tout ce contexte militant, c'est aussi parfois pouvoir convaincre que les idées de l'extrême droite, elles sont pas compatibles avec ces notions d'engagement où tout le monde a sa place. Alors,
Merci beaucoup Mounia pour cet échange, j'ai adoré, mais ça je m'y attendais. Avant de se quitter, je voulais faire un clin d'œil à 2 ouvrages. Le premier, c'est une bande dessinée qui s'appelle Ciao Vincent et qui fait référence à Vincent Pascucci, qui était un dirigeant de l'Entente sportive de Nanterre. Un stade aujourd'hui porte son nom, rue de la Commune. C'est pas mal pour un ancien militant communiste dans sa ville de Nanterre, et c'était évidemment un dirigeant de la FSGT, et donc je salue Fanny, sa petite fille qui travaille à la FSGT. Et puis pour finir, tu as parlé de Lydia, j'ai aussi évoqué Roland, mais il y a bien sûr René Moustard, coprésident emblématique de la FSGT, et qui à l'aube de ses 90 ans a sorti son dernier livre, Militant du sport populaire, et donc je vous incite à vous le procurer aux éditions Libertalia. Merci beaucoup Mounia, et à bientôt pour un prochain épisode. Merci encore au comité du FSGT du Val-de-Marne de nous avoir accueillis, à Zineb, Antoine et Botti pour la réalisation de ce podcast. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.